Et maintenant, je vous le disais, il est essayiste. Il a été conseiller de Jean-Pierre Raffarin, Premier ministre, puis de Thierry Breton au ministère de l'Économie. Il a publié La lutte des âges en 2016. Il est éditorialiste régulier pour le journal L'Opinion, également consultant. Bonjour Hakim El Karoui. Bonjour David. Merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Vous avez écouté Guillaume Tabar. J'aimerais aussi votre regard sur la gestion politique de ce dossier. Ensuite, évidemment, on évoquera ce système de retraite, la façon de le réparer, la façon de le relancer. Mais votre regard sur le bilan politique de cette séquence qui a commencé par une mission flash de la Cour des comptes, le fameux conclave, qui n'est pas tout à fait terminé. Est-ce que ça a été utile, en fait ? Alors oui, je pense à plusieurs titres. Le premier, c'est que effectivement, personne ne croyait qu'il pourrait y avoir un accord. On ne sait toujours pas, parce qu'on attend. Mais maintenant, c'est devenu possible. Et donc, pour François Bayrou, pour les gens qui disent que les partenaires sociaux, ça sert à quelque chose, surtout quand les partis politiques sont dans un état de capilotade absolue, en fait, c'est la preuve que oui. La deuxième chose, et j'ai peut-être un tout petit désaccord avec Guillaume Tabar de ce point de vue-là, c'est que, en fait, qu'est-ce qui se passe là ? On ne parle plus des 64 ans. Et pourquoi on n'en parle plus ? Parce qu'en fait, on en a parlé tout le temps, y compris les partenaires sociaux. Qu'est-ce que ça veut dire ? Ça veut dire qu'ils ont accepté, si on n'y revient pas, ils ont accepté qu'il va falloir travailler plus longtemps. Ça, c'est la victoire silencieuse. C'est la victoire discrète, mais c'est la vraie conclusion de ce conclave. Des avancées ou ça dépend le point de vue qu'on a, ou un coût supplémentaire parce qu'il faut améliorer la situation d'un certain nombre de publics en situation particulière. Oui, bien sûr. Mais le vrai élément important, c'est que plus personne ne remet en cause les 64 ans. Vous n'avez pas le sentiment que ces 64 ans, c'est un totem ? On a mis des barbelés autour et puis on n'en parle plus jusqu'à la prochaine fois ? Oui, sachant que, je vous l'annonce, on va bientôt passer à 65, à 66, peut-être qu'on arrivera à 67 ans comme la moyenne européenne dans les prochaines années. Mais on voit comment ça progresse toujours petit à petit, ça progresse dans le conflit, mais malgré tout, ça progresse, et le plus important, c'est que les gens comprennent comment fonctionne le système. Politiquement, est-ce qu'on n'est pas dans une configuration assez classique, en fait ? La CFDT rentre dans le conclave en étant très radical, si j'ose dire, et puis à la fin, on retrouve la CFDT, le MEDEF qui se mettent d'accord. Ça rappelle d'autres négociations où la CFDT a su, à un moment donné, être pragmatique, puisque c'est sa culture de négociation. Oui, la CFDT, moi je me souviens, j'avais fait accompagner la réforme des retraites de 2003, quand on avait allongé la durée de cotisation du public, on l'avait alignée sur celle du privé. Eux, ils avaient des objectifs, c'était François Chérèque à l'époque, il avait des objectifs très précis de négociation. Et il n'en a pas changé, et il a une vertu, et la CFDT a une vertu, c'est qu'ils tiennent parole. Donc, on voit bien quels étaient leurs objectifs, améliorer la situation d'un certain nombre de catégories qui étaient dans une difficulté particulière, les carrières longues, les femmes qui ont été plutôt maltraitées par la réforme de 2023. En fait, quand ils arrivent à ça, ils tiennent leur deal. Hakim El Karoui, vous l'avez dit, le corps estime qu'on va devoir travailler plus longtemps, que cet âge de départ va passer de 64 à 65, 66, 67, comme d'autres pays européens. Vous l'avez rappelé, comment peut-on le faire ? Il y a déjà une dimension politique assez explosive. Si vous annoncez les 66 ou 67 ans à la CGT et à d'autres fédérations et à d'autres syndicats, vous aurez évidemment le tollé habituel. Je ne parle même pas de la partie gauche de l'Assemblée nationale, puisque ça doit être aussi entériné politiquement. Comment s'y prendre pour travailler plus longtemps ? Alors, pour travailler plus longtemps ou pour faire des réformes des retraites qui permettent d'équilibrer à peu près un système. Pourquoi le système Paravolo ? Pour une raison très très simple. Le système de répartition, il est fondé sur la démographie, sur une forme d'équilibre démographique entre ceux qui cotisent et ceux qui bénéficient des cotisations. Les baby-boomers ont été très nombreux. Et ils ont eu beaucoup moins d'enfants, la génération qui a suivi était beaucoup moins nombreuse que la leur. Et mécaniquement, il faut travailler plus longtemps pour financer la retraite des baby-boomers. Ça, c'est la réalité. La réalité, elle ne ment pas. Et la grande difficulté du débat français, c'est qu'on ne parle jamais de
du sous-jacent. On a l'impression que certains veulent taper sur les salariés en les faisant travailler plus longtemps pour le plaisir. Non, on a choisi un système de solidarité entre les générations. Il faut qu'il y ait, pour l'équilibrer, il faut qu'il y ait suffisamment de travail des uns pour financer la retraite des autres. Alors, et donc, il y a un très très grand travail de pédagogie à faire, ce qu'avaient fait les Allemands, par exemple, au début des années 2000. On a du mal à le faire, nous. Enfin, je veux dire, quand on entend la CGT, quand on entend les membres des partis de gauche à l'Assemblée nationale, on est très très loin du compte. Et même à droite, on a du mal à entendre des paroles, je dirais, disruptives. Oui, en l'occurrence, c'est pas disruptif du tout. C'est en fait juste la réalité. Cette réalité, elle est indubitable. Le problème, c'est un problème général aujourd'hui. Il y a le réel et puis il y a la politique. Il y a la contrainte du réel et puis il y a la démagogie de la politique. Il se trouve que les retraités votent. D'abord, ils sont très nombreux. On a une majorité aujourd'hui d'électeurs de plus de 50 ans qui votent nettement plus que les autres. Et donc les partis considèrent qu'ils doivent défendre soit les retraités, soit ceux qui vont bientôt l'être, et ceux qui sont le plus hostiles à l'allongement de la durée du travail, bizarrement, c'est ceux qui sont pas très 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 loin de la retraite parce qu'ils ont envie de partir, parce que la retraite est perçue comme une sorte d'Éden dans la vie aujourd'hui. Et alors, ils défendent aussi les retraités et leurs pensions. Et il y a un grand tabou en France, c'est de baisser les pensions. Or, il y a plusieurs moyens d'équilibrer nos régimes de retraite sur le plan financier. C'est évidemment de cotiser plus, mais c'est aussi peut-être de servir des pensions moins élevées aux retraités. Et ça, c'est politiquement explosif aussi. Et pourtant, vous dites, on va y arriver. Alors, en fait, ça a commencé. Le taux de remplacement a commencé à baisser pour toujours la même raison qui est la raison démographique. Et là aussi, je vous l'annonce, ça va s'accélérer. Ça va s'accélérer parce qu'à mesure que les baby-boomers vont être de plus en plus nombreux à la retraite et puis aussi de plus en plus âgés, la tension sur les comptes sociaux va augmenter, s'accentuer. Sur les comptes sociaux de la retraite, mais aussi de la santé. Et comme on ne produit pas assez de richesses, il va falloir à la fois travailler plus longtemps avec une redistribution qui va être plus faible. Ce qui veut dire que on va devoir travailler davantage et surtout peut-être réformer le système des charges sociales tel qu'il se structure aujourd'hui pour mieux rémunérer le travail. Alors, là aussi, on pourrait se dire, on peut venir avec une bonne idée. Vous savez, tout le monde dit qu'il faut revaloriser le travail. Pourquoi le travail n'est pas valorisé aujourd'hui ? Parce qu'il coûte trop cher. Pourquoi il coûte trop cher ? Parce que les charges sociales sont trop importantes. En France, 38% du salaire, via les charges employeurs et les charges salariés, vont au financement des retraites. En Allemagne, c'est 19%. Rexecode avait calculé il y a quelques années que chaque année, sur une base 100, les salariés français, enfin les retraites, coûtaient 90 milliards d'euros de plus en France qu'en Allemagne de prélèvements sur le travail. Je crois que là, on est face à un grand choix politique, vraiment très structurant. Est-ce qu'on veut investir dans l'avenir ou est-ce qu'on veut investir dans le passé ? Aujourd'hui, la caractéristique du niveau des pensions, c'est qu'elles sont en fait très élevées. Et effectivement, on n'en parle jamais. On parle de la durée de cotisation, on parle du montant des cotisations, on parle jamais du niveau des pensions. Personne n'a jamais dit qu'on allait vivre mieux à la retraite qu'au travail. Pourtant, c'est ce qui se passe aujourd'hui. Et souvent on dit, oui, mais attendez, les petites pensions, la veuve de Carpentras. Aujourd'hui, le taux de pauvreté chez les retraités... La veuve de Carpentras, c'est une image. Hein. Oui, bien sûr, je n'ai rien contre les veuves de Carpentras. Aujourd'hui, le taux de pauvreté chez les retraités, c'est 7%. C'est formidable, on a presque vaincu la pauvreté au grand âge. Mais dans la moyenne pour la population générale, c'est 15%. Et dans les familles à 2 ou 3 enfants, c'est 25%. La pauvreté a changé d'âge. Il va falloir à un moment qu'on rééquilibre. Et donc, il faut que les pensions baissent, mais pas dans 5 ans, dans 7 ans, ça va se faire mécaniquement. Mais tout de suite, pour baisser les charges sociales et pouvoir augmenter les salaires. Un peu moins aisé quand on est à la retraite, un peu plus aidé par son travail quand on est plus jeune. Oui, alors aidé par son travail, ou bénéficiant des fruits de son travail. Il y a 2 pays en Europe qui sont dans cette situation, c'est la France et l'Italie. Tous les autres ont fait des réformes, ont allongé la durée de cotisation, mais surtout
ont un niveau de prélèvement qui est beaucoup plus bas. Et le système social, c'est 45 milliards d'euros chaque année de plus. Aujourd'hui, on cherche 40 milliards. Et dans les 45 milliards, enfin dans le système social, les 2/3 vont aux retraités via les pensions, et puis c'est 60-55% de la santé. Donc il faut vraiment qu'on s'interroge sur comment on équilibre et comment on arrête de trop prélever sur le travail. Je voudrais pour terminer qu'on parle de deux choses qui consistent à remettre sur le marché du travail des gens qui n'y sont pas. Alors évidemment, il y a les jeunes, mais il y a aussi les seniors. On dit il faut remettre les seniors au travail. Ils sont virés trop tôt, ils ont du mal à retrouver du boulot. C'est très compliqué de remettre les seniors au travail parce que en général, ils veulent retrouver une qualité de job équivalente à celui qu'ils ont perdu. Et ils veulent aussi être payés au moins de façon équivalente. Alors François Bayrou hier a proposé de les garder, d'accorder une prime à ceux qui restaient travailler plus longtemps, ce qui est encore une façon de les maintenir dans l'emploi. Mais c'est la grande difficulté quand même, ne pas se séparer des seniors au moment où ils coûtent le plus cher par rapport aux autres salariés. Oui, c'est exactement comme ça que raisonnent les entreprises. C'est le niveau de productivité, on considère qu'il baisse, qui en fait est absurde, parce qu'on vit de mieux en mieux, enfin de plus en plus longtemps en bonne santé, même si ça plafonne. Mais effectivement, c'est le moment où on coûte le plus cher. D'où l'idée, soit des pré-retraites, ce qu'on a fait beaucoup dans l'industrie, soit maintenant d'une prime senior. C'est pensable parce que quand vous travaillez un an de plus, vous cotisez un an de plus et puis vous bénéficiez un an de moins. Donc en fait, il y a un effet multiplicateur. Et donc mettre un petit peu d'argent public dans cette situation-là, c'est pas impossible. Vous y croyez à la possibilité de remettre des seniors au chômage depuis 2 ans dans l'emploi ? Au travail, non, ça j'y crois pas. Par contre, maintenir des seniors un peu plus longtemps, et alors qu'ils auraient dû partir, oui. Et d'ailleurs, on voit que malgré tout, on a de plus en plus de seniors qui travaillent avec l'allongement nécessaire de la durée de cotisation. Donc, en fait, quand ils y ont intérêt, en fait, ils y arrivent. Après, il y a un dernier moyen d'augmenter le travail en France. C'est la démographie et c'est l'immigration. C'est la démographie et c'est l'immigration. C'est aussi un autre éléphant dans la pièce. Aujourd'hui, l'immigration a un rôle absolument structurant dans le marché du travail, dans plein de secteurs très qualifiés. Tout le système de santé dépend du travail des immigrés, des médecins immigrés, et notamment des spécialistes. 17% des spécialistes aujourd'hui sont immigrés et 10% des spécialistes viennent hors de l'Union européenne. En gros, d'Algérie, Tunisie et de Syrie. Mais aussi dans l'informatique, mais aussi dans un travail peu qualifié. Et dans les années à venir, ça va pas baisser, ça va augmenter. Et là aussi, on est dans une forme de déni de la réalité. Et malheureusement, comme on veut que ça n'arrive pas et que ça arrive, on l'organise pas, on le prépare pas. Hakim El Karoui, dernière question. Pour mettre en œuvre les idées que vous préconisez, et qui ne sont pas que des idées, ce sont surtout des constats, il y a un moyen, c'est la prochaine élection présidentielle. Vous pensez qu'il y aura des candidats pour porter non pas ces idées, mais ces décisions, ces prises de conscience, ces constats? C'est le seul moment. À ce stade, j'ai vu la campagne LR où on a parlé que d'immigration et d'islam. La campagne du PS où on a parlé de LFI. Il y en a un qui parle de ça en ce moment, c'est Édouard Philippe. Il vient de faire un livre sur le prix de nos mensonges ou le prix de nos erreurs. Il essaye de dire le réel et je pense qu'aujourd'hui, si on dit pas le réel, on va dans le mur. Hakim El Karoui, merci d'être venu parler aux auditeurs de Radio Classique. Je rappelle le titre de cet essai qui est paru maintenant il y a quelques années, mais ça s'appelait La lutte des âges, et globalement rien n'a changé. À suivre le rappel des titres, la revue de presse d'Hervé Gattegno et nos esprits libres du mardi, Christophe Barbier, Cécile Cornudet. Merci Hakim El Karoui, il est 8h28, vous écoutez